Bonjour, mon nom est Patrice Mgoma. Je suis développeur senior sur les technologies Microsoft.NET. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui constitue l'anatomie d'une application WPF. Je vais prendre comme exemple une application de démo permettant de saisir des informations de facturation. C'est l'application que vous voyez devant vous. Cette application repose sur un certain nombre de design patterns, et plus particulièrement sur le pattern MVVM, pour modèle, vieux modèle. Me direz-vous, qu'est-ce qu'un pattern? Un design pattern en développement informatique est une technique éprouvée de programmation répertoriée comme une bonne pratique par la communauté des développeurs. On entend beaucoup parler depuis quelques années de tests unitaires et de séparation des responsabilités. Même si ces notions et les pratiques qui en découlent sont assimilées par un grand nombre de développeurs, il règne encore beaucoup de confusion sur ce sujet. Je vais essayer de vous définir à travers cette application ce que sont les tests unitaires. Nous allons faire que surveiller le sujet, car chacune des parties de ce projet peut nécessiter des heures de vidéo. Et mon propos est de vous montrer un aperçu de la constitution d'un programme WPF et non de faire un cours magistral. Rentrons donc dans le vif du sujet. De quoi est constitué notre programme? Cet écran est constitué de 3 parties distinctes. Donc, à savoir ici, à gauche, nous avons une zone d'adresse qui concerne la société qui émet la facture. À droite, nous avons l'adresse de notre client. Et en bas, ici, nous avons notre détail de facturation avec les lignes de facturation. Ici, vous pouvez constater qu'on peut calculer le montant hors taxe et le montant TTC. Et aussi sélectionner le taux de TVA. Nous pouvons configurer cette zone qui est en lecture seule dans le menu Configuration, vers le sous-menu Société. Donc ici, elle est déjà renseignée, donc on ne va pas la renseigner. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin, à chaque émission de facture, de renseigner notre société. Car en définitive, nous qui possédons le logiciel, nous sommes toujours la même société. Comme vous voyez, ce petit programme de démo contient déjà toutes les composantes d'une vraie facture et n'est pas loin d'être exploitable. Évidemment, avant d'arriver au stade de programme, il y a l'émission d'un besoin. Si nous sommes en interne à une société et que nous sommes directement rattachés au responsable informatique, nous allons prendre contact avec le porteur du besoin pour creuser la question. Nous allons déterminer les scénarios utilisateurs qui nous permettra de comprendre le besoin. Notre porteur de besoin pourra nous fournir des maquettes d'écran ou nous les ferons nous-mêmes et le ferons ensuite valider. Ça arrive. Penchons-nous sur les caractéristiques techniques de notre programme. Car a priori, il n'y a rien qui la distingue. Nous sommes dans un environnement Visual Studio 2012. C'est un programme écrit en C#.NET Framework 4.5. Nous avons utilisé Entity Framework 6 pour l'accès à la base de données, Microsoft Unity, MVVM Lite et Microsoft Mock. Nous reviendrons peut-être plus tard là-dessus. Vous voyez ici plusieurs projets. La raison est que même pour une petite application comme celle-ci, il faut s'efforcer de recourir à de bonnes pratiques pour faire en sorte que l'application soit maintenable et évolutive. Un projet maconta.console, un projet maconta.dataaccesslibrary, un autre maconta.ui et un projet maconta.unittest. Maconta.console va nous permettre d'effectuer quelques tests qui ne sont pas forcément des tests unitaires. Au niveau du projet Data Access Library, nous avons un certain nombre de répertoires. Ici, nous avons créé un répertoire Business Object pour y stocker nos objets métiers. Le répertoire migration, il est créé automatiquement par le programme, en fait. À chaque fois que l'on effectue des modifications dans la base de données, nous donnons un nom, par exemple, à la modification, vers le gestionnaire de console, et nous lançons une commande qui génère ces différents fichiers pour pouvoir mettre à jour la base de données. Notre repository va contenir en définitive des méthodes qui vont nous permettre d'accéder à nos différentes entités, ou nos différentes tables si vous préférez, en exposant des méthodes de création, d'ajout et de suppression. Ces méthodes, généralement, on les nomme par l'acronyme CRUD pour Create, Read, Update et Delete. Donc l'équivalent en français, c'est création, lecture, mise à jour et suppression. C'est pas plus mal. Donc là, nous nous sommes basés, on va dire, sur un repository qui est
générique, ici c'est générique repository, le T ici va nous permettre, on va dire, de paramétrer les différents repositories qui dérivent en fait de ce repository général. Parce qu'en définitive, nous avons certaines méthodes qui sont communes et qu'on peut réutiliser de façon assez générique. Ici par exemple, c'est les CRUD dont on parlait. Donc c'est pour cela que ici, vous ne verrez pas coder en différentes écroutes parce qu'on utilise directement les méthodes dérivées. Par contre, lorsque nous avons besoin de choses qui sont propres à une classe donnée, par exemple au client, on peut les coder ici, directement dans la classe client repository. Donc après, toutes les autres méthodes sont identiques. Donc ces différents repositories, ils sont basés tous sur des interfaces. Pourquoi des interfaces? En fait, les interfaces, ça permet l'abstraction. L'abstraction, ça va nous permettre de tester notre programme et de substituer ces classes à d'autres composants ou à d'autres classes. Les fichiers que vous voyez ici concernent directement l'accès à la base de données. Celui-là qui est le plus important, qui est le fichier de contexte, qui en définitive, on peut considérer que c'est la base de données au sens Entity Framework. Donc il contient une chaîne de connexion qui va se connecter à notre base de données et les différentes entités localisées par ce qu'on appelle des DB7. Nous avons ici pour la table client le DB7 client, le DB7 ligne de facture, facture et configuration société. Je vais vous parler de pattern, là on est en plein dedans. Ici, ce pattern unit of work, en fait, c'est notre unité de travail. C'est-à-dire, on aurait pu très bien ne pas s'en servir. Et, grosso modo, accéder directement via notre classe de contexte et nos repositories. Mais cette classe, on va dire, représente une bonne pratique dans le sens où cette unité de travail, on peut la substituer à d'autres unités de travail. Ici, nous sommes dans un contexte SQL Server, mais on aurait pu très bien utiliser un contexte basé sur une base Oracle. Et dans ce cas-là, on aurait sélectionné tout simplement une autre unité de travail. On se sert généralement de cette unité de travail, en fait, pour instancier notre base de données. Ici, en fait, notre contexte qui s'appelle MaContaContext. Et on peut y gérer aussi, par exemple, des transactions. On peut y faire beaucoup de choses, mettre des choses en commun. Ici, par exemple, j'ai décidé d'y référencer, en fait, d'ajouter une méthode qui permet d'accéder directement à ma générique repository. C'est un choix personnel. Donc après, c'est ici dans un exemple. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ok, donc tout ceci correspond à la couche action donnée. Examinons un petit peu de plus près la couche présentation. On va dire, toutes les parties intéressantes, mais c'est le cœur du sujet. Ici, nous avons, comme tout à l'heure, plusieurs répertoires. C'est nous qui avons choisi d'organiser notre projet ainsi. Nous avons un dossier Factory, un dossier Tools, qui contient pour l'instant juste un converteur. On ne va pas forcément rentrer dans le détail. Un dossier ViewModel, nos différents ViewModels, parce qu'en utilisant le pattern MVVM qui est basé, on va dire, sur des ViewModels. Et nous avons nos vues. Examinons notre projet User Interface, la couche présentation. Nous avons basé, on va dire, notre développement sur le pattern MVVM pour modèle ViewModel. Donc, ce modèle ViewModel, nous allons les voir plus en action ici. Nous avons organisé notre programme dans différents dossiers. Donc, un dossier qui va contenir nos vues. En fait, les vues vont contenir le code XAML qui va permettre de rendre, en fait, les données. Nous allons ouvrir, par exemple, la vue facture qui contient plusieurs user control. Les user control, en fait, c'est des composants qui vont nous permettre, on va dire, d'organiser l'information. Nous aurions pu tout mettre dans un seul écran. Dans ce fichier factureview.xaml, j'ai décidé de mettre, on va dire, tout ce qui est détail. En définitive, ça concerne la ligne de facture. Examinons de plus près ce code XAML. Qu'est-ce que nous voyons? Ici, nous voyons en définitive des références à différents namespaces, des espaces de travail. Mais ce qui est important, en définitive, c'est le contexte. Donc, dans toute vue, il y a un contexte de données, et ce contexte de données, il est référencé via la propriété DataContext. Mais nous avons utilisé le pattern MVVM de façon à ne pas avoir à coder dans le code behind, c'est-à-dire dans le fichier, en fait, qui se rapporte à cette vue modèle. Pourquoi? C'est vrai qu'il a été fait pour coder dedans. Tout simplement parce que lorsqu'on code dans le code behind, le programme est difficilement testable. Un des aspects importants du XAML, c'est le data context. Le data context,
il permet en définitive de lier les éléments de notre vue à notre source de données. Ici, nous avons utilisé le pattern MVVM qui est référencé via les librairies que vous voyez ici, Galasoft. Galasoft, en définitive, c'est le projet de Laurent Brugnon, qui est, comme je vous disais, un Belge spécialisé sur MVVM et Silverlight. Ici, nous avons utilisé ce qu'on appelle un pattern locator qui va nous permettre de localiser notre source de données, mais ce pattern locator, comme vous voyez, il est utilisé de façon statique. Ça va nous permettre de référencer nos données sans passer par le code behind. Que le code behind, en fait, c'est le code qui est rattaché à notre vue. Donc ici, nous avons juste l'initialisation des composants, mais nous n'avons pas d'autre code. À la limite, je crois que ça, on aurait pu s'en passer. Pourquoi il ne faut pas coder dans ce fichier? Ou bien on préfère ne pas coder? Mais tout simplement parce que lorsqu'on veut effectuer des tests, lorsqu'il y a trop de code là-dessus, notre vue devient difficilement testable, parce qu'elle contient, on va dire, des références vers différents objets. À quoi sert app.xaml? App.xaml, c'est le point d'entrée de notre application. Il contient des ressources qui seront mises en commun par rapport aux autres fichiers XAML. Ici, la ligne importante, c'est ce ViewModel Locator. Ce ViewModel Locator, qui est mis à disposition par MVVM Lite, qui est un package que nous avons téléchargé, c'est le framework sur lequel se base cette application, qui va nous faciliter la vie. Donc ce ViewModel Locator, il va nous permettre de gérer l'abstraction de nos vues. Donc ce qui fait qu'en définitive, grâce à lui, on n'aura pas besoin de coder dans le code behind, et le programme, il saura quand même localiser les informations nécessaires à l'affichage. Ces informations se trouvent dans nos ViewModels. Nous allons examiner plus tard nos ViewModels. Donc là, pour l'instant, ouvrons le fichier coordonnées société. Donc ce fichier coordonnées société, en fait, va nous permettre de configurer notre société, de rentrer, de saisir les données. Là, vous voyez une référence à notre locator. Ici, vous voyez le data context. Cette propriété, en fait, elle permet le binding, c'est-à-dire allier nos objets visuels à l'information qui est destinée, en définitive, à remplir ces différents objets. Donc, cette notion de binding est l'une des notions les plus importantes de WPF. Ici, nous voyons, par exemple, que la classe client, elle est directement liée à des contrôles textbox via ce mot-clé binding path égale client.nom. Donc, examinons la classe qui va nous permettre d'alimenter ce fichier coordonnées client.xaml. Donc, c'est une ViewModel. Les informations que vous voyez là sont accessibles via des propriétés. Par exemple, ici, nous avons la propriété client. Évidemment, cette propriété client, elle correspond à notre objet métier client. Et cet objet métier, pour l'alimenter, il nous faut accéder à notre base de données. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que toutes les ViewModels dérivent d'un ViewModel base. Ce ViewModel base, il nous vient de notre package MVVM Lite que nous avons téléchargé via NuGet. Et ce package, il va nous permettre de gérer l'abstraction de nos différentes vues. Donc ici, on va dire qu'il va nous permettre d'instancier nos différentes vues via un container IOC. Donc ici, dans MVVM Lite, on l'a appelé Sample IOC. C'est un conteneur simplifié. Ce conteneur IOC il va nous permettre d'enregistrer nos différentes ViewModels de façon à pouvoir les localiser. Donc c'est lui, en définitive, qui va faire la relation entre les ViewModels et nos vues. Mais pour des raisons de démo, nous avons aussi utilisé Microsoft Unity, qui permet de faire des choses que peut-être MVVM a du mal à faire, comme par exemple référencer, on va dire, quel constructeur on va utiliser. Donc, j'ai parlé en définitive de maintenabilité d'un programme, de séparation des responsabilités. Pour arriver à cette séparation des responsabilités, on a coutume de gérer ce qu'on appelle l'abstraction. On va beaucoup baser, on va dire, nos différents développements sur les interfaces. Et ces interfaces, ils vont nous servir à quoi? Comme je vous disais, à substituer, on va dire, des classes à d'autres. Dans certaines situations, ça sera utile, mais surtout, ils vont nous permettre d'effectuer facilement nos tests unitaires. Donc, pour pouvoir accéder aux différentes ressources de ma base de données, j'utilise des repositories. Et ces repositories, plutôt que de les instancier directement dans les différentes vues, je laisse Unity s'en charger. Mais pour qu'il s'en charge, il faut qu'on fasse la relation entre ces différentes vues. Et c'est pour cela qu'on enregistre les différentes vues que l'on va utiliser dans ce conteneur IOC. Parce que Unity contient aussi un conteneur IOC. Et qui est beaucoup plus complexe que MVVM Lite. Ici, nous voyons une instanciation
de notre conteneur IEC. Donc pour pouvoir ensuite accéder à notre ressource, nous appelons à la méthode resolve qui en définitive revient à faire un new repository. Bon, nous sommes dans un programme 5, donc j'ai choisi d'utiliser une méthode statique pour pouvoir instancier, on va dire, mon conteneur. Comme ça, en fait, je pourrais directement accéder à ma ressource qui sera commune, en définitive, à tous les viewModels. Ensuite, dans notre viewModel, nous accédons directement à la ressource et l'on remarque qu'il n'y a aucune instanciation directe de la repository dans la viewModel. Donc ici, nous sommes passés par des méthodes statiques qui permettent d'obtenir directement les informations de notre base de données via notre factory. Mais en règle générale, si on veut utiliser directement nos repositories dans nos vues, pour qu'ils ne soient pas fortement couplés avec la base de données, on utilise un mécanisme qui s'appelle l'injection de dépendance. Je n'ai pas utilisé ici parce que justement, je me base sur une classe qui est commune et qui est accédée de manière statique, qui s'appelle, où ici vous voyez, je peux directement accéder à mes informations. Donc pour pouvoir tester ma viewModel, je suis quand même obligé d'instancier ce viewModel app. Mais pour rendre facilement testable ma viewModel, c'est assez simple, hein. Je crée un constructeur où j'injecte ma repository et à partir de là, ma vue devient testable. Donc c'est ce que j'ai fait par exemple pour le factory. Donc ici, j'ai créé un factory où je référence un certain nombre de choses. Ici, pour pouvoir dire à Unity qu'il faut utiliser par défaut ce constructeur, je mets ce qu'on appelle un attribut. Donc ici, c'est l'attribut injection constructeur. Donc tout à l'heure, je vous parlais d'injection de dépendance. Ici, par exemple, notre repository factory, on lui injecte directement notre unit of work de façon à ne pas le rendre dépendant de notre factory. C'est-à-dire que notre base de données n'est pas encapsulée dans notre factory, on peut le paramétrer de l'extérieur. Et c'est ce que va permettre Unity lorsqu'on va arriver dans notre méthode de test. On va pouvoir injecter une base de données en définitive de test. Cette injection de dépendance dont on parlait, on l'utilise ici, dans le repository factory, où nous pouvons injecter notre unit of work directement à ce qu'on puisse effectuer facilement nos tests. Donc allons examiner notre test unitaire. Donc au niveau des tests unitaires, généralement les tests unitaires servent à tester des fonctionnalités atomiques. Donc avant tout, pour pouvoir faire des tests unitaires, il faut que le programme soit testable. Donc c'est pour ça que généralement, on utilise des interfaces pour pouvoir, on va dire, abstraire le code et pouvoir ensuite soustraire nos différents objets à des fonctionnalités que permet Unity ou d'autres conteneurs IEC. Donc des tests unitaires, ce ne sont pas des tests d'intégration. Les tests d'intégration, généralement, servent à assembler le programme et à le tester dans sa globalité. Les tests unitaires, eux, ils permettent un test vraiment atomique de petites fonctions et généralement, c'est des tests qui sont très courts dans le temps, qui laissent vraiment s'effectuer en une fraction de seconde. Donc ici, nous avons utilisé par exemple Microsoft Mock. Microsoft Mock permet de pouvoir explorer nos différentes méthodes sans extenser en définitive notre objet. Donc c'est pour ça qu'on lui passe une interface et à partir de cette interface, il arrive à explorer toutes les différentes méthodes qui sont nécessaires en définitive à notre objet concret. Donc c'est une simulation de l'accès à notre objet. Nous allons lancer ces tests pour voir ce que ça donne. Donc ici, nous allons aller dans Test Explorer. Donc là, nous voyons que notre test, il est passé. Et qu'il a mis 2 millisecondes. Vous voyez, c'est très rapide. Donc on peut faire un lancement de tous les tests. Vous voyez, les 2 tests sont passés. Donc là, pour l'instant, on est bon. Donc les tests unitaires, en règle générale, à quoi ils servent? Ils permettent la non-régression. Donc c'est-à-dire que lorsque vous faites des tests unitaires, lorsque vous allez au fur et à mesure modifier vos programmes et que vos tests unitaires, si vous êtes dans un mode intégration continue, vont se lancer automatiquement, ça permet, on va dire, de déterminer très précocement ce qui ne va pas dans un programme. Et ça nous fait gagner énormément de temps. Ces tests unitaires, en définitive, ils ne remplacent pas les tests d'intégration et les tests fonctionnels, qui sont de nature différente, ou voire même des tests de charge. Donc les tests fonctionnels, eux, ils servent à tester les fonctionnalités vraiment attendues par le programme, alors que les tests d'intégration, eux, ils servent à assembler et à voir si on est bon globalement dans notre programme. Les tests unitaires, ils sont vraiment faits au niveau développeur et ils ne se suffisent pas eux-mêmes. Il ne suffit pas de dire on a fait les tests unitaires et on est bon, quoi. Donc
Par contre, c'est une très bonne pratique qui permet de gagner énormément de temps, justement, en déterminant rapidement les causes de dysfonctionnement. Donc, lorsque vous développez, on va dire, un nouveau programme, même si c'est un petit programme, il faut essayer de prendre en compte tous ces différents éléments qui concernent les tests unitaires, l'abstraction de vos différentes classes, de façon à pouvoir les rendre testables, et les rendre substituables, la séparation des responsabilités. Là aussi, on va toujours vers la testabilité du programme. Utiliser par exemple un gestionnaire de code source, basé par exemple sur les méthodologies agiles, comme Team Explorer, est basé sur Scrum. Scrum permet de créer des programmes par itération. Donc généralement, ça va être des itérations d'une quinzaine de jours. Il est aussi sur la notion de sprint. Donc à chaque itération, une fois l'itération validée, on va passer à la prochaine, jusqu'à ce que notre programme soit réalisé. Donc on n'est plus dans le temps, dans un mode où on attendait que les specs soient entièrement finalisés. À partir du moment où on a décidé le programme, on effectue des itérations jusqu'à arriver à notre besoin final. Donc ceci conclut cette petite démo. Donc dans des prochaines démos, je rentrerai un petit peu plus en profondeur. Donc là, pour l'instant, l'idée, c'était vraiment d'avoir un aspect très général sur un programme MVVM, sans rentrer dans le détail. Mais on peut avoir un aperçu qui peut permettre de démarrer facilement un programme WPF.